Bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je tenais aussi donc à remercier l'équipe d'ILO Formation qui me permet de vous présenter ce webinaire ce soir. Je suis donc Christian Parazac, fondateur et dirigeant de d'entreprise et biodiversité, dont l'objectif est d'intégrer la biodiversité en entreprise. Alors, vous posez la question, pourquoi je vous fais écouter ces animaux sauvages, quel est le lien avec ce webinaire, quel est l'intérêt de faire ça? D'une part, c'était le seul moment où je pouvais placer quelques animaux, et d'autre part, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'ils font partie tout simplement de ce qu'on appelle la diversité de la vie, la biodiversité. Alors effectivement, ce soir, mon propos ne sera pas de vous parler de la réintroduction du singe hurleur dans le Lot, ni du comptage des oiseaux de jardin en Occitanie. Tout au contraire. Alors, prendre en compte la biodiversité dans un projet d'architecture. C'est le titre qu'on avait donc convenu avec ILO Formation quand on a monté ce webinaire qui vous est destiné. Et après réflexion, je me suis dit, on pourrait aussi rajouter un sous-titre qui est prendre en compte le milieu dans lequel nous vivons pour construire. Trois petits points, notre avenir, trois petits points, continuer à construire ou à faire des projets d'architecture. Ça me paraît quand même beaucoup plus aussi intéressant donc de rajouter ce sous-titre parce qu'on peut prendre le problème dans les deux sens. Alors, j'espère que tout le monde me voit. La biodiversité et l'acte de construire sont complémentaires et indissociables. Le bâti, l'aménagement, l'extérieur font partie de la biodiversité. D'ailleurs, c'est bien là qu'ils en puisent leurs ressources essentielles matérielles. Alors ne comptez pas sur moi ce soir, je ne vais pas non plus essayer d'opposer l'un à l'autre, pourquoi on construit sa biodiversité, etc., etc. Non, ce n'est pas du tout mon propos, tout au contraire, mais posons-nous la question, comment travailler ensemble, comment additionner les connaissances, les techniques pour mieux prendre en compte la biodiversité dans un espace de qualité. L'intégration du vivant dans un projet soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Aux interrogations, comment faire répondre les pratiques nouvelles ou même parfois les pratiques que nous avons oubliées. Aujourd'hui, on sait comment aménager à travers une trame verte, une trame bleue. On sait mettre en place un réservoir de biodiversité. Tout cela a été qualifié, étudié, normalisé. Et donc, il y a plein d'organismes qui s'occupent de faire, mettre en place. Mais la biodiversité, maintenant aussi, elle touche l'enjeu de l'architecture, du bâti, de l'ouvrage, de l'aménagement. Quelle est la manière d'intégrer le vivant du concept, de la conception du projet à la réalisation du projet et à l'utilisation. Habiter et utiliser un lieu, c'est s'inscrire dans un écosystème naturel existant sans y porter préjudice pour autant. C'est aussi cohabiter avec des espèces locales, végétales et animales. Il ne s'agit pas d'opposer architecture-construction à la biodiversité, tout au contraire. Qu'est-ce que peut amener la biodiversité à l'architecture? Et comme le titre l'indique, vice-versa. Comment intégrer l'architecture dans un milieu, dans un écosystème existant? Ça marche dans les deux sens, l'histoire. En premier lieu, il s'agit de s'interroger aussi sur les matériaux, sur l'emplacement de l'ouvrage, sur quelle est la petite faune et la flore existante, comment s'installer spontanément sans porter préjudice à la qualité de l'architecture, de l'ouvrage, du confort de vie qu'on veut atteindre ou de l'utilité du bâtiment. La réglementation aujourd'hui environnementale, l'éthique verte, la recherche du mieux vivre des personnes, la volonté de vivre dans des villes moins polluées, plus connectées avec la nature, de travailler dans un environnement plus vert et plus respectueux du vivant. On nous incite de façon spontanée, de façon volontaire, et parfois aussi nous oblige au travers les lois et les réglementations qui sont en train d'émerger, à trouver des solutions concrètes
pour favoriser la biodiversité dans la construction et le bâti, tout au long du projet. Ainsi, quand on parle donc de projet, donc on parle de différentes étapes. La conception, on va se poser la question, quels sont les besoins et les conditions de la biodiversité avant de démarrer? Réfléchissons à la mise en place peut-être d'une séquence ERC, c'est-à-dire éviter, réduire, compenser. Quel est le choix des aménagements, des énergies? Que fait-on des eaux dans la programmation du projet? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que peut amener la CV, l'analyse du cycle de vie des matériaux, l'orientation du bâtiment, la bioclimatique, les sols, la perméabilité? Quels sont les impacts et les intérêts de ces services qu'ils représentent pour le projet? Et les matériaux qui ont été retenus, etc. La réalisation de l'ouvrage, la protection du vivant pendant le chantier, et bien sûr les aléas du chantier. Quelles sont les pollutions qu'on va engendrer? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser, réemployer sur le chantier? Qu'est-ce qu'on va recycler et comment on va le recycler? Comment maintenir la biodiversité qui était présente avant le chantier et qu'est-ce qu'on va retrouver après le chantier? C'est toutes les questions que pose, et donc qui sont intéressantes à poser, l'acte de construire et la mise en place d'un ouvrage. Et ensuite, dans la dernière phase, nous avons l'exploitation du bâtiment ou de l'ouvrage, c'est-à-dire regarder et mesurer qu'est-ce qu'on a perdu comme diversité, qu'est-ce qu'on a gagné, quelles sont les fonctions, les multifonctions qu'on a engendrées avec ce nouveau bâtiment. Donc c'est tout ça, ex situ et ex situ, quels sont les moments, comment on circule sur ce lieu, quels sont les flux des personnes, qu'est-ce qu'ils engendrent comme perte ou comme impact sur la biodiversité. Et enfin, pour finir sur les cycles d'un projet, la fin de vie, qu'est-ce qu'on a prévu pour la fin de vie ou la restauration, la rénovation du projet? Qu'est-ce qu'on peut réemployer de ce qu'on a mis en place il y a 30 ans? Est-ce que c'est du biosourcé? Est-ce qu'on peut s'en resservir? Est-ce qu'on peut désartificialiser les sols? Est-ce qu'on ne les a pas pollués? Et quelle est la nouvelle orientation de ce lieu? Les aspects de la biodiversité demeurent peu connus aujourd'hui dans les milieux de la construction. Il y a très peu de normalisation. Il est pourtant le premier concerné lors de la réalisation d'un nouvel ouvrage ou d'un aménagement. Une meilleure connaissance des écosystèmes en amont, une compréhension des impacts engendrés par un projet permettrait de réduire ceci sur la biodiversité. En effet, toutes les constructions engendrent des modifications, voire des altérations du fonctionnement des écosystèmes naturels. Il faut en prendre compte lors des étapes du projet. Que ce soit la faune, la flore, les champignons, les bactéries, visibles ou non visibles, y compris dans le sol, la biodiversité, elle est partout. Alors le programme, je reprends mon souffle, le programme de ce soir, de notre terrasse virtuelle, avant d'attaquer les soirées sur les terrasses extérieures. Donc je vais parler un petit peu de la biodiversité dans un terme générique et qu'est-ce que c'est la biodiversité, les écosystèmes. Donner quelques exemples à travers des impacts sur le vivant. Alors ça reste des exemples, ça reste quelque chose, donc ce n'est pas que ça. C'est les exemples, je dirais, les plus qui nous rapprochent le plus de ce qu'est la biodiversité. Quels sont les éléments, on fera un petit tour sur les éléments favorisant la biodiversité dans un projet, les outils d'accompagnement pour réduire l'impact sur la biodiversité, les séquences ERC, ACV, les 3 R. Et ensuite, on finira par, si vous n'êtes pas encore endormi ou si vous n'avez pas raccroché, on finira par les réglementations et les lois sur la biodiversité dans la construction actuelle. Voilà. Ce sera un chapitre assez rapide, me semble-t-il.
Alors, qui sommes-nous? Ben, nous sommes une espèce parmi tant d'autres sur une planète qui est elle-même un écosystème. Il n'y a rien de plus, on n'est pas à part, on n'est pas en dehors d'un système, on fait partie d'un système, au même titre que les autres espèces vivantes de cette planète. Qu'avons-nous retenu de notre passé? C'est là la question aujourd'hui qu'on se pose aussi. Qu'avons-nous retenu de ces derniers 70 000 ans, 100 000 ans, où vraiment Homo sapiens s'est différencié de toutes les autres espèces? Qu'est-ce qu'on a retenu des différentes séquences, des différentes que nous a appris la nature au fur et à mesure du temps? Où vivons-nous? Ben, nous vivons, bien sûr, dans un écosystème, voilà, par l'écosystème. C'est la Terre, est un écosystème. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment on interagit avec cet écosystème? C'est là aussi notre question. Pourquoi, aujourd'hui, dans tous les médias, dans tout ce qu'on voit autour de nous, mais même par nos actes et ce qu'on constate, on se met en danger alors qu'on a tant innové, tant facilité notre vie, on s'est tellement détaché des autres espèces que peut-être on s'est déconnecté de ce qui était vraiment l'essentiel et comment on pouvait continuer à progresser, vivre, faire des projets sans être uniquement un prédateur du monde sur lequel on est, dans lequel on est. Comment on est arrivé là? C'est ça aussi la question, comment on est arrivé à ce genre de choses. Donc, comment on est arrivé à être déconnecté de ce qu'on appelle la biodiversité? La biodiversité, c'est un mot formé en 92, je crois, suite au sommet de Rio sur le développement durable. Et donc, on a mis le mot bio, bios, vie, vivant, qui est du grec, à la diversité, c'est-à-dire le nombre de choses différentes qui existent. Et on a fait la biodiversité. Hop, ça tourne. Voilà. Alors la biodiversité, effectivement, c'est quoi la biodiversité? Quel est le concept derrière? Le concept, c'est allier le biotope et la biocénose qui forment un écosystème dans lequel on va retrouver de la biodiversité. Alors comme nous, on est toujours plus fort que les autres, les humains, on a essayé de normaliser tout ça et d'en sortir des concepts. Donc il y a 3 concepts aujourd'hui qui ont émergé, qui sont normalisés sur la biodiversité à travers les écosystèmes dont on va parler. Donc le premier concept, c'est la fouille chapitre, voilà. Ce qu'on appelle la biodiversité spécifique, c'est-à-dire si je prends une variété, si je prends un pommier, combien y a-t-il de variétés de pommiers dans cette espèce des pommiers? Combien y a-t-il d'espèces différentes? Si je prends des tomates, des plants de tomates, combien y a-t-il de plants de tomates différentes? C'est ce qu'on appelle la biodiversité des espèces. Ensuite, il y a une deuxième biodiversité qui se différencie d'un petit peu de celle-ci, c'est ce qu'on appelle la biodiversité écosystémique. C'est-à-dire que, quelle que soit la biodiversité, elle appartient à un écosystème. La Terre étant le plus grand et le plus connu, mais il existe sur Terre des milliards d'écosystèmes, notamment un qui nous accompagne tous les jours et qui est assez facile à expliquer. C'est notre écosystème du système digestif. C'est un écosystème. Le biotope, c'est l'environnement. L'environnement, c'est le système, l'appareil digestif. C'est un biotope. Il renferme une biocénose, c'est-à-dire une quantité d'êtres vivants différents qui interagissent ensemble. C'est ça le concept d'un écosystème. Interagir ensemble dans un écosystème donné. Donc là, c'est assez flagrant, on a des bactéries, des acariens, des enzymes, et ils travaillent tous ensemble dans cet écosystème. Et quand ça travaille mal, on est au courant,
très rapidement. Le troisième écosystème, la troisième qualité de biodiversité, c'est la biodiversité génétique. À partir d'une souche, d'une espèce, quelles sont les différentes sous-espèces, variétés qu'on peut avoir? À partir d'un pair, quelles sont génétiquement, qu'est-ce qu'on va engendrer? C'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique. Alors, quelles sont les 5 causes, rapidement, de perte de cette biodiversité, aujourd'hui, qu'on constate à tous les niveaux? La première des causes, c'est la destruction et la fragmentation des milieux naturels. Ça, c'est le fléau le plus important à l'heure actuelle. C'est l'agriculture, la déforestation, l'urbanisation, tout ce qui porte préjudice à un milieu naturel par l'agriculture, la déforestation, l'urbanisation à outrance. Effectivement, ça met à mal tout ce qui est biodiversité. On va y revenir là-dessus. La deuxième des causes, c'est la pollution. Les pollutions, quelle que soit la pollution, engendrée dès qu'on attaque un milieu et qu'on y met une attaque externe, forcément, le milieu a du mal à se défendre, soit disparaît, soit se modifie, soit n'est plus qu'une peau de chagrin. Le troisième des grandes causes, c'est les espèces exotiques envahissantes. La multiplication des transports, la multiplication des échanges. Ben aujourd'hui, 2020-2021, hein, c'est de quoi on parle, hein, les échanges et ce qui transite avec les échanges. Aujourd'hui, on a, c'est un problème important aussi, les frelons asiatiques, les algues, etc., qui prolifèrent et qui étouffent ou qui empêchent les autres de se propager et de prospérer. Ensuite, la quatrième, c'est la surexploitation des ressources naturelles. On est dans un milieu fini, c'est-à-dire que la Terre, elle est ronde, elle est comme ça, il y a de la terre, il y a des ressources, et puis les ressources, elles ne se régénèrent pas comme ça. Ce n'est pas infini. Donc, c'est ce qu'on appelle un monde fini. Et plus on va utiliser ces matières, plus on va les transformer, moins on va avoir de biodiversité. Donc, les matières premières, la pêche, le bois, les métaux, tout ce qu'on essaye de gratter sur la Terre, la 5G, j'ai rien contre la 5G, mais réfléchissons et regardons ce qu'il va nous falloir comme matériaux nouveaux pour implémenter dans 5 ou 6 milliards de nouveaux téléphones pour la 5G. C'est formidable la 5G, mais il va falloir encore faire que la Terre fasse des efforts, qu'on aille creuser, qu'on aille faire des tas de nouveaux appareils avec des matières donc, pétrochimiques pour la 5G. Ensuite, et la dernière des causes, c'est le changement climatique. Donc bien sûr, là, on le voit tous les jours, le changement climatique, les impacts sur la faune, la flore, la sécheresse, les feux, les inondations, quand on voit ce qui se passe en Californie, en Sibérie, peut-être cet été dans les Vosges, puisque les Vosges sont en ce moment en sécheresse, tous les résineux, les épicéas là-bas sont à bout de souffle et il ne faudrait pas grand-chose pour avoir de grands incendies dans les Vosges, dans le Jura. Cet été, j'espère pas, mais bon, c'est ce qui s'est passé en Australie notamment. Alors, on va essayer donc avec Gaël de faire un petit quiz, si cela vous intéresse, pour donner un petit peu d'interaction. La question elle est assez simple. Parmi ces espèces, laquelle représente la plus grande biomasse sur Terre? Aujourd'hui, est-ce que la plus grande biomasse, d'après les propos que j'ai évoqués, est-ce que c'est les animaux? Réponse A. Les plantes? Réponse B. Les champignons? Réponse C. Ou les bactéries? Réponse D. Alors, donc, je pense qu'il faut pianoter sur Gaël, il faut pianoter sur converser, c'est ça? Sur le chat. Sur le chat, c'est-à-dire soit en fait la bulle de discussion, soit converser. Vous avez 2 onglets possibles. Ah, quelqu'un a répondu dans l'onglet questions-réponses, c'est parfait, Chloé.
Voilà, on va passer par Les questions-réponses ou le bactéries, chat. oui, on a déjà les réponses. Allez-y, allez-y, hein. Il y a des réponses dans un autre côté, sur converser. On a le végétal, on a les bactéries. Il y en a 8, 9, 10. Alors, comment j'accède à ça? Je ne sais pas. Sur QNR, j'accède pas. J'y arrive pas. Ah, en principe, elles sont là. Alors là, on a une dominante bactérie. Bactéries. Christian, ouais, on a une D'accord. dominante Ah, ça y est, je bactérie. l'ai QNR, ouais, je l'ai. Oui, oui, on a des bactéries. Eh ben, c'est bien tenté, mais c'est pas ça. Donc, on va arrêter peut-être le quiz là. Donc, voilà. Ce sont les plantes, effectivement, avec 450 gigatonnes de biomasse, ce sont les plantes. Et c'est effectivement l'essentiel. C'est notre poumon. La Terre a besoin des plantes. C'est grâce aux plantes aujourd'hui qu'on peut survivre, grâce aux océans, grâce à d'autres choses, mais essentiellement grâce à la masse verte qui fait donc ce qu'on appelle la photosynthèse, qui stocke le carbone et qui rejette l'oxygène dans l'air. Alors effectivement, c'est la réponse B. Maintenant, je ne vais pas vous faire rechercher quel est le deuxième, mais aussi, vous avez déjà pratiquement deviné, ce sont les bactéries. Effectivement, les bactéries, la biomasse des bactéries, et c'est aussi important, c'est du plancton, c'est du phytoplancton, c'est du zooplancton, c'est ce qu'on a dans nos 7 milliards et demi d'estomacs et dans ceux des animaux. C'est une biomasse très, très importante. Beaucoup moins, on est à 60 gigatonnes, beaucoup moins que les plantes, mais c'est la deuxième biomasse sur Terre. Pareil, la biomasse, pour elle existe, on va le voir après, ben, il faut des conditions. Et ces conditions-là, c'est les mêmes que pour les plantes. La troisième, est-ce qu'il y a un piège ou pas? Ben, ce sont les champignons. Les champignons, on n'y pense pas, à part entre le 15 septembre et le 15 août et le 15 octobre, on pense aux champignons. Mais les rhizomes, les réseaux de champignons, les nombres de champignons qu'il y a dans le sol, c'est très, 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 très important. Donc là, pareil, on est encore plus bas, on est à 12 gigatonnes de champignons. Pareil, ces réseaux de champignons ont besoin de se relier entre eux, de relier d'autres végétaux. C'est ce qui forme la biodiversité. Il y a un quatrième, ce sont les animaux, bien sûr, 2 gigatonnes. Et là, on se pose la question, ben, combien l'être humain représente? Pas grand-chose, pas grand-chose, grand-chose. 0,06 gigatonnes. C'est notre poids en biomasse. Et pourtant, ben, on a besoin des plantes, on a besoin des champignons, on a besoin des animaux, et on a besoin des bactéries. Et aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on essaie de retrouver l'équilibre des écosystèmes avec les animaux, les plantes, les champignons et les bactéries pour satisfaire 0,06 gigatonnes d'êtres humains. Voilà, bon, on va donc laisser un petit peu ces considérations, c'était pour le contexte. Alors, je me cherche une note, voilà. Maintenant, on va parler concrètement de vos métiers peut-être et des relations qu'il peut y avoir entre la biodiversité et vos métiers. On commence par la première. C'est un exemple. Hein. Ah, ça ne marche pas, ça. C'est le moustique. Le moustique, ben, c'est un... si j'en suis là, voilà. Le moustique, de plus en plus, on subit les effets du moustique
Pourtant, le moustique nous indique beaucoup de choses. C'est un marqueur qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit le moustique? Il nous dit, il prolifère. Il prolifère pour plusieurs raisons. Il prolifère parce qu'il trouve de quoi proliférer. 7 milliards d'humains pour qu'une femelle ponde ses œufs, c'est impressionnant. Ils n'ont jamais eu autant de candidats à la reproduction. Parce que le moustique, ce qu'il cherche, contrairement à l'idée reçue, oui, le moustique, si on a une zone humide, le moustique va se propager. Non, non, non. La femelle moustique qui nous pique, elle cherche une température précise pour se pondre ses œufs. Et la température du corps humain, à certains moments, 36, 37, je ne sais pas exactement lequel, mais elle correspond bien. Quand on a une concentration de baies vitrées ouvertes, de gens dans des jardins en train de faire des barbecues, le moustique, lui, waouh, les pizzas gratuites ce soir. Donc, il attaque les êtres humains parce que c'est facile, il y en a à profusion et il n'y a plus de prédateurs de moustiques. Quels sont les prédateurs des moustiques? Il y a 2 grands prédateurs des moustiques, friands des moustiques, comme nous des pizzas. Ce sont les chauves-souris et les oiseaux des jardins, et notamment les hirondelles. S'il y avait tout ça, tout irait bien. On serait piqué de temps en temps et ça irait. Mais il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça parce qu'il n'y a pas de lieu qui permettent de vivre ou de permettre de nicher, de permettre d'avoir de l'eau, d'avoir des conditions de nidification idéales. Le moustique, il se prolifère parce qu'il n'a plus de prédateurs. Il peut proliférer, effectivement, il prolifère aussi dans des petites flaques d'eau, dans des cuvettes de plantes qu'on arrose. Mais si on a une mare chez soi, ce n'est pas du tout une mare, un point d'eau, une noue, un petit étang, ce n'est pas un endroit où il y aura des moustiques. Pourquoi? Parce qu'il y aura des prédateurs, des amphibiens, des batraciens, peut-être dans les arbustes, des nichés de chauves-souris ou d'autres petits rouges-gorges qui adorent ça et qui se repaissent avec les moustiques. Mais il n'y en a pas. Quand on regarde autour de nous, dans notre mode de fonctionnement, les bâtiments, les endroits, les aménagements ne sont plus faits pour ça. Donc, le moustique prolifère et avec son copain, le moustique tigre, alors là, c'est cadeau, il vous pique du matin au soir. Alors que le moustique indigène, lui, c'est plutôt le matin et le soir. Mais malheureusement, il n'y est plus. Parce que, notamment, les fameuses pipistrelles ont disparu. Les pipistrelles, ce sont les plus grandes mangeuses de moustiques. Ça mange en moyenne, une chauve-souris mange en moyenne 300 moustiques par heure. Les hirondelles, c'est de même. C'est pareil, c'est 300 moustiques par heure. La technique, elle est simple. Tout ce qui passe entre 50 cm et 2 mètres, à l'aube et au prescupule volant, des moustiques, des moucherons, c'est pour eux. On mange, on mange, on mange, on mange. L'hirondelle, c'est pareil, même technique. Crépuscule, aurore, on mange, on mange, on mange, on mange. C'est la protéine animale, le moustique. Par contre, le moustique, il avait son rôle. Il a un rôle aussi de pollinisateur. Mais là, on ne veut pas le voir. Il s'y pollinise autour de lui, dans un petit périmètre, parce qu'il ne vit pas très longtemps, il ne vit pas très loin, mais il a un rôle de pollinisateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup de moustiques? On va acheter des produits, des aérosols, des produits qu'on va se badigeonner, tout ça avec des COV, des composés organiques volatiles, de l'azote, du chlore, du soufre, des tri-machin, des dioxydes de machin, etc. Donc, au lieu de maintenir et d'avoir une biodiversité proche de soi, des zones humides ou pas, des points d'eau, des rivières, des ruisseaux, des mares, pour avoir donc
ces animaux, avoir des habitats qui peuvent abriter des chauves-souris. Les chauves-souris ne demandent pas grand-chose, hein. Un peu d'ombre, une fissure dans un mur, sous un toit, à l'intérieur d'une cheminée, dans un clocher, etc. Elles ne demandent pas grand-chose pour avoir de l'habitat. Sauf qu'aujourd'hui, on rencontre de moins en moins ces possibilités pour ces animaux parce que notre façon de voir et de concevoir les choses font qu'on obture tous les trous, tous les interstices pour ne pas avoir ça. Donc c'est effectivement une façon de voir les choses. Et la deuxième conséquence, c'est que les moustiques, ben, ils sont victimes, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, des problèmes, donc des pesticides reprotoxiques qui altèrent la reproduction. C'est-à-dire qu'ils vont ingérer, quand ils vont butiner, ce sont des pollinisateurs, ils vont butiner, du colza, etc., etc., et ils vont revenir et ils vont être mangés par une chauve-souris qui va ingérer elle-même une quantité importante de produits reprotoxiques. Elle va mourir parce qu'elle va avoir des problèmes endocriniens et des problèmes de reproduction. Elle va mourir comme ça. C'est le problème, c'est un problème global. Si le moustique pique, on pourrait dire qu'on peut s'en prendre qu'à nous. Pareil pour l'hirondelle, c'est un petit peu plus complexe, mais les hirondelles de fenêtre ont disparu, sauf dans le milieu rural. Les hirondelles étaient présentes, elles avaient pareil, les hirondelles de fenêtre, ce qu'on appelle, elles étaient à des angles de fenêtre, sous les toits. Les hirondelles de clocher étaient un peu plus haut dans les granges ou dans les fameux clochers. Pareil, le problème, c'est que sans espace humide pour boire, sans espace sain pour pouvoir manger et se nourrir avec des nutriments sains non pollués de pesticides, des moucherons, des mouches et effectivement beaucoup de moustiques, elles ne peuvent pas résister à tout ça. Et d'autant plus qu'on a artificialisé beaucoup d'espace. L'hirondelle a besoin d'avoir quelque part de l'eau, un peu de boue pour construire son nid. Si il n'y a pas assez de matériaux naturels pour construire un nid, ben elle ne peut pas construire un nid. Donc elle va aller ailleurs. Et quand elle va ailleurs, ben elle va manger des moustiques qui ont été intoxiqués. En Espagne, ils ont fait le compte, 500 000 hirondelles meurent chaque année pour différentes causes. Le chat aussi, il est pour quelque chose. Il est un prédateur urbain, le chat. Mais globalement, 500 000 hirondelles disparaissent chaque année en Espagne depuis 2018. Ils ont fait le compte avec les associations, les ONG, etc. C'est à peu près le ratio. En France, on ne compte pas, vaut mieux pas qu'on compte. Alors, petite information, détruire un nid d'oiseau qui est accroché à un habitat, je pèse mes mots parce que c'est la loi, les hirondelles, par exemple, détruire un nid d'oiseau d'hirondelles, détruire un nid d'oiseau de rouge-queue, d'épervier, etc. On ne trouvera pas des éperviers ici, mais détruire est passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 15 000 €. Si on vous prend en train de détruire un nid d'oiseau dans lequel il y a des petits, là, c'est 15 000 € d'amende. Infraction. Il faut qu'elle soit constatée. Alors, effectivement, quand on a des bâtiments de ce type-là, bon, ça, c'est les bâtiments où j'ai officié pendant des années à Blagnac. Donc, effectivement, où est-ce qu'il y a des espaces pour cette biodiversité? C'est pour ça que je vous disais, le moustique, c'est un marqueur. Et ce marqueur-là, on le retrouve dans notre mode d'habiter, de construire notre idéal. La biodiversité est aussi donc le déclin parallèle de toutes les autres espèces. Donc, on a constaté qu'il y a un déclin de 41% des oiseaux en milieu urbain en 14 ans. C'est que sur 14 ans. Bien sûr, je le répète, ce n'est pas uniquement le fait des pesticides, c'est le fait de la façon dont on a aménagé. C'est le chat aussi qui est un prédateur urbain et un des plus gros. Effectivement, lui, il mange sans discerner le serpent, le lézard, le mulot et l'oiseau. Voilà. Il ne cherche pas à comprendre.
Et effectivement, pour la pipistrelle, mon ami pipistrelle, c'est pas loin de plus de 50% de disparition. Malgré tout, quand même, restons positifs. Les choses sont en train de changer, les prises de conscience aussi. Il y a de plus en plus de façons de faire, de façons d'opérer qui prennent en compte et qui veulent prendre en compte cette biodiversité. Donc, je voulais préciser tout à l'heure, on parle des trames vertes, des trames bleues, mais ça aussi, ça se décline au niveau de la commande publique, de la commande privée, et ça se décline aussi sur des ouvrages quels que soient les ouvrages. Hein, donc, effectivement, tout est faisable aujourd'hui. Il est temps, on a la connaissance, on a les outils, on a les moyens, on peut faire plein de choses avec la biodiversité. Ce n'est pas un problème, la biodiversité, c'est une solution. Une solution aussi, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est aussi ce qu'on appelle des services. Quels services peuvent rendre la biodiversité et la nature? Parce que là, on parle de prédation, mais on peut parler aussi de services que rend la nature. Donc, un autre exemple que j'aime bien aussi, bon, qui parle aussi beaucoup à tout le monde, les moustiques, ce sont les abeilles. Donc là, je reprends une gorgée. Là, j'ai mis 3 données en parallèle. 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, 60 000 apiculteurs en France, et l'équivalent de la surface d'un département qui est artificialisé tous les 10 ans. On connaît encore, enfin, on résume souvent les abeilles à des ruches qu'on voit dans des champs, très bien, ou à des ruches dont on nous explique qu'on met sur des toits. Mais les abeilles, en France, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Il y a 1000 espèces d'abeilles qui ne sont pas domestiques. Les abeilles que vous avez dans les ruches, vous en avez entre 3 et 5 en France. C'est Apis mellifera, Apis caucasica. Il y en a 5. Vous interrogez les apiculteurs, ils travaillent avec 5 variétés d'espèces. 5 variétés d'espèces, 1000 espèces sauvages. Vous comprenez où est la biodiversité? La biodiversité, c'est maintenir 1000 espèces sauvages. Ce n'est pas de réduire l'abeille à 5 espèces. On aurait, si on écoutait tout le monde, on n'aurait plus que 5 espèces en France. Et ça suffit? Non, c'est pas ça. Les abeilles sauvages, effectivement, elles ont des modes de fonction, comme leur nom l'indique, elles sont sauvages et souvent solitaires. La plupart d'entre elles, elles ont besoin d'avoir une petite cavité, un diamètre bien précis qui leur convient, dans lequel elles vont stocker du nectar, elles vont stocker un œuf ou deux, et après, elles vont fermer la cavité. Et ceci, c'est dans à peu près la majorité des cas, donc les abeilles, les osmies, qu'on appelle, maintenant on met on appelle ça, des hôtels à insectes, on dit, oh, les hôtels à insectes, il y aura les osmies. Oui, mais d'abord, il faut savoir si elles y sont. Avant de mettre des hôtels à insectes, quelle est la biodiversité présente sur le terrain? C'est la question à se poser avant de mettre une masse et des jolies choses. C'est éducatif, mais bon, ça ne résout pas le problème. Hein. Quelle est la biodiversité dans ce sol? Est-ce que le sol est sain? Est-ce qu'il peut accueillir des espèces vivantes, notamment les abeilles? Alors les abeilles, 70% des abeilles sauvages vivent solitaires. Elles vivent, 70%, c'est facile pour retenir, elles vivent aussi dans le sol, dans une tige creuse, dans une brique, au bas d'un arbre creux, dans une racine, dans tout ce qui aura du sol. Elles vont elles-mêmes pondre un œuf, mettre du nectar qu'elles ont récolté, boucher ça, et après, c'est fini. Bon, elles se reproduisent avant quand même. Hein. Elles ont mis la larve, elles se reproduisent, et elles meurent. Le problème de l'abeille sauvage, elles ne seront jamais les championnes de quoi que ce soit, parce qu'en fait, il ne faut pas la transmission. Il n'y a jamais de lien, c'est comme les papillons, entre les parents et l'enfant. Il n'y a aucun lien. Soit. Les abeilles sauvages, on en trouve de février à octobre-novembre. Il y a 1000 espèces réparties sur cette période-là qui vont
polliniser beaucoup de cultures, puisqu'en fait, elles sont là dès les premiers beaux jours, février, mars, jusque dans certaines régions en novembre, bassin méditerranéen, etc. Et donc, elles vont permettre une biodiversité. C'est-à-dire que plus vous avez d'espèces d'abeilles sauvages, plus vous aurez de plantes ou de cultures qui vont pouvoir être pollinisées. C'est ça la biodiversité. Et ça ne se remplace pas par la surface bitumée ou bétonnée. Parce que si vous remplacez ces effets-là par une ruche, une espèce, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça la biodiversité. Ça, j'essaye de compenser. Forcément, ça a un intérêt. Ça a un intérêt, il faut voir, il faut l'analyser, il faut voir dans quel cas ça peut avoir un intérêt. Mais l'intérêt premier, c'est de maintenir les espèces. Ce n'est pas de les remplacer par d'autres espèces. Parce que là aussi, il y a une compétition. Implanter une ruche dans un milieu où il y a des espèces sauvages, vous allez voir un génocide comme nous, on sait bien le faire. Hein. Les 60 ou les 50 000 abeilles de la ruche, les peut-être 200 ou 300 ou 500 abeilles sauvages qui sont dans les parages, elles ne vont rien avoir à manger, et puis elles vont se faire laminer par les espèces domestiques qui, elles sont nombreuses, et puis une meurt, c'est pas grave, une autre arrive. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, souvent, on en voit petit exemple, on voit des espèces sauvages, souvent au bas des structures, des cadres de fenêtres ou de portes vitrées, on a un petit orifice, un baron, qui sert donc à la condensation, et puis l'eau s'évacue. Mais souvent, il est bouché par de la terre. Ben, c'est une abeille. Une abeille, le diamètre lui convenait. Elle a mis du nectar, elle a mis de quoi nourrir des nutriments pour son nouveau rejeton qu'elle ne connaîtra pas. Elle a pondu son œuf, elle l'a bouché avec de la terre, il faut de la terre aussi, et quelques temps après, elle est morte. Et nous, moi le premier, qu'est-ce qu'on fait avec une aiguille à tricoter? On tourne, on enlève ça, et voilà. Donc ça, c'est le travail d'une abeille. Je cherche un orifice, j'y mets de la nourriture, j'y ponds mes œufs, mon œuf. Alors, certaines sont en bourgade, les bourdons par exemple. Le bourdon, c'est pas que mâle. Hein. Le bourdon, il vit ce qu'on appelle en bourgade. Il y a plusieurs femelles qui pondent chacun comme un HLM, comme un immeuble. Et lui, il est là. Voilà. Ce qu'on appelle les bourgades. C'est des espèces un peu sociales. Le reste ne sont pas très sociales. Voilà. Donc effectivement, quand on augmente, tout est un problème de ratio. Implémenter une ruche, c'est intéressant, mais il faut connaître d'abord et avoir étudié, analysé les conditions de cette implantation. Est-ce qu'on va donc, pour nourrir ces 50 000, là je vous ai mis un chiffre, il y a 100 000 abeilles, ces 100 000 abeilles, c'est réparti en 3 ruches, c'est à peu près 30 000 abeilles par ruche. Donc vous voyez, donc et elles vont loin, elles vont jusqu'à 1 km. Donc, toute la nourriture qui est autour d'un kilomètre, pour 100 000 abeilles, il faut qu'il y en ait. Et elles ne vont pas la laisser aux papillons, aux coléoptères et aux abeilles sauvages. Elles vont tout récupérer. Effectivement, donc, quand on fait un projet, est-ce qu'il y a une ruche, Est-ce qu'on maintient des fleurs? Quel type de fleurs? Est-ce que dans la parcelle, il y a de quoi à maintenir les espèces sauvages? C'est ça l'intérêt de la biodiversité. Et on arrive donc au troisième triptyque, effectivement, donc vous l'avez compris, plus on va artificialiser les sols, moins on aura de variétés florales, de plantes, moins on aura de variétés d'abeilles. Donc, je vous ramène donc à la première séquence sur l'abeille sauvage, effectivement. 70% de ces abeilles ont besoin d'avoir un sol sain même, pour pouvoir déposer et créer un nid, une cavité et continuer leur œuvre. Donc là, je vous ai pris, donc, puisqu'on parle de ZAN, zéro artificialisation nette, je vous ai pris un exemple de magasin alimentaire où je vais souvent.
J'avais pris une photo en 2018, comme ça, pour ces fameux parkings non bitumés. Je dis, bon, on va voir si ça perdure dans le temps. Et récemment, entre deux confinements, j'y suis retourné pour mes courses quotidiennes ou hebdomadaires. Et j'ai constaté, parce que je vous ai mis la photo 2021, ben, que ces fameux cavités remplies ben, étaient toujours là, étaient toujours en bon état. Et malgré tout, bon, il n'y avait pas trop de végétation, malgré tout. C'était la fin de l'hiver. Mais je suis sûr que c'est beaucoup plus intéressant pour le drainage du sol, pour qu'il y ait une microfaune qui se développe, qu'il y ait des abeilles qui aient pondu, qu'un bitume tout simple qui aurait fait un bon usage pour garer sa voiture, mais qui n'aurait pas permis à autre chose que garer sa voiture. Alors effectivement, les abeilles, tout ça c'est bien mignon, mais les moustiques, il y a quand même les coulisses de la biodiversité quand même, et tout ce qui permet, est-ce qu'il y ait une biodiversité sur Terre, c'est le sol. Sans sol sain, sans sol qui peut nourrir, qui peut cultiver, qui peut drainer, il n'y a rien de possible. Rien de possible. Il ne suffit pas de le gratter pour extraire des matériaux. Ça sert, effectivement, pour compenser et pour créer un centimètre de sol fertile dans une zone végétale non anthropisée. Il faut entre 300 et 400 ans en fonction des différentes espèces végétales. Pour avoir un couvert d'1 centimètre de fertilité, il faut entre 300 et 400 ans. Alors, quand on voit effectivement qu'on gratte la terre un peu partout pour des bonnes ou des mauvaises raisons, comment compenser tout ça? Comment faire en sorte que le sol fasse sa fonction naturelle, sa fonction écologique, la production de la biomasse, séquestration de carbone, stockage, filtration, dépollution et habitat pour la biodiversité. Ce n'est pas grand-chose ce qu'on demande au sol. C'est tout ça. Et grâce à lui, après, on peut entamer d'autres choses. Je vous rappelle quand même que le sol, c'est votre fournisseur officiel de matériaux de construction. Alors, la biodiversité, le moustique, tout ça, c'est joli, mais notre nature humaine est telle que, à un moment donné, il faut qu'on rationalise un peu tout ça, parce qu'on ne comprend pas trop, ça va dans tous les sens, et on a besoin de donner des bornes et des choses bien compréhensibles par tous les humains. Et notamment, donc, il y a un institut, le World Resource Institute, WRI, un think tank. Et apparemment, tout le monde est en train de merger vers cette chose-là, qui a dit, ben, on va diviser la biodiversité en services. Qu'est-ce que peut nous amener la biodiversité comme service? Donc, ils ont créé 4 services. Le premier est le service d'approvisionnement. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous prendre quelque chose de remarquable qui est l'arbre, le bois. Facile à comprendre. Service d'approvisionnement. Les services globaux d'approvisionnement de la biodiversité, ben c'est l'eau, le soleil, le sol, la chaleur, les calories. Ce sont des services d'approvisionnement de biodiversité. Il y a des autres services d'approvisionnement, c'est l'arbre. L'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est un service d'approvisionnement. Il fait la photosynthèse, c'est un service d'approvisionnement. On s'en sert comme bois de construction, il sert à l'approvisionnement de la construction. Construction, tout ce que vous pouvez imaginer est en bois, qui est en bois. Le service de régulation, c'est quoi? C'est pour maintenir après avoir transformé. Donc, pareil, un service de régulation, ben, l'arbre, toujours pareil, il fait, avec sa canopée et ses feuillages, il fait un îlot de fraîcheur. Avec ses feuilles qui font de l'évapotranspiration, il va rafraîchir l'air. Donc, c'est le service de régulation. Donc, on y trouve la bioclimatique sur l'arbre, la phytoépuration. On se sert de la nature pour réguler et pour assainir l'eau. C'est la régulation. Ensuite, on a divisé la troisième catégorie, ce qu'on appelle les services culturels ou immatériels. C'est tout ce qui est relatif
au bien-être. Et d'ailleurs, il y a une étude à ce sujet-là qui est parue récemment. C'est une étude allemande d'université, je ne sais plus laquelle. Il y avait l'université Diderot aussi en France qui était associée, qui ont dit, pendant le confinement, on va comparer le comportement des personnes. Donc, ils ont pris deux populations assez grandes, une quinzaine de mille de personnes. Ceux qui vivaient proches d'une zone verte, nature, avec des oiseaux, des espaces verts pour se promener, et ceux qui habitaient totalement dans des endroits urbanisés avec une biodiversité très pauvre. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui vivaient dans un milieu proche naturel, dans les mêmes milieux, donc, je ne sais pas lesquels, c'était les mêmes milieux architecturaux, eh bien, ils passaient mieux le cap de la période de confinement que ceux qui étaient dans des mêmes habitats complètement urbanisés, c'est-à-dire moins de dépression, moins de violence, etc., etc. C'est donc une étude qui est parue récemment. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les services immatériaux. Quel est le bien-être? Aller faire un jogging, aller se promener, aller faire une randonnée dans le Lot, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on en tire de la nature, de ces biens immatériaux? Le quatrième, c'est le service de soutien ou de support. Sur la traduction, on trouve soutien, support. Mais une fois qu'on a eu de l'énergie, qu'on a transformé, qu'est-ce qui reste? Tout le reste. C'est ce qu'on appelle la décomposition, le bois, on a partie de l'arbre, service d'approvisionnement, de régulation culturelle. La décomposition d'un arbre, naturellement, c'est un service de support. Il va se décomposer et on va retrouver, donc, il va alimenter donc, des bactéries qui vont le détruire, des invertébrés dans le sol qui vont le détruire. Et donc, tout ça va permettre au sol de se générer, de se fertiliser. Donc voilà, ce qui donne cette carte rapidement, d'utiliser les services de la nature, on va le retrouver forcément lié avec tous les métiers. Réduire les émissions de CO2, quelles sont les techniques? Arborer, végétaliser, isoler, utiliser du biosourcé, la gestion de l'eau, très importante, comment récupérer l'eau, comment la réutiliser, utiliser l'évapotranspiration, les gestions des énergies, les services de la nature brute, faire vivre les sols, valoriser les espaces verts, utiliser la faune et les bactéries, ça fait partie des services de la nature, réduire les consommations, valoriser les déchets, les ressources naturelles, tout ça pour arriver à la fin, pouvoir mesurer et suivre l'évolution de ce qu'on a mis en place, de la technique qu'on aura mis en place. Donc là, un petit exemple rapide, illustré par une photo dont je vais vous parler après. Donc, quand on parle de services rendus, ou ERC, éviter, réduire, compenser, on parle de la désimperméabilisation d'un endroit à sa renaturation. Les questions qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce lieu? Ici, on a un lieu, je ne sais pas si les gens connaissent, on a l'impression que c'est un bassin versant, que c'est un réservoir d'eau, pardon, que c'est un canal. Ben non, ça, c'est un ruisseau en plein cœur de Blagnac qui a été urbanisé totalement. C'est-à-dire qu'il est bétonné comme un canal et il part de la forêt de Bouconne, il passe dans tout Blagnac, complètement urbanisé, c'est-à-dire c'est du béton, il n'y a aucune vie, il n'y a aucun poisson, rien ne se passe. Effectivement, s'il devait y avoir des hirondelles, je reviens à mes hirondelles, elles ne pourraient pas, il n'y a pas de boue, il n'y a rien pour se nourrir. Ça ne marche pas là. Donc, quand on parle de désimperméabilisation d'un sol, par exemple, on peut axer sur le cycle de l'eau et de la perméabilité du sol. C'est des questions qu'on va se poser. Est-ce qu'on va faire de la pleine terre ou du drainant? Est-ce qu'on va faire par le végétal ou le paysage? Là, il y a actuellement un projet qui est par le service d'environnement de la mairie de Blagnac. C'est Zita, j'ai oublié son nom, qui s'occupe de ça, à la mairie de Blagnac. Donc, il y a un projet de renaturer ce ruisseau, de couper, d'enlever tout ça. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va redessiner le cours d'eau, permettre donc différentes étapes dans ce cours d'eau, ou est-ce qu'on va juste végétaliser et permettre donc une nouvelle faune et flore
de prospérer de ce ruisseau. Donc, et ensuite, on se pose les questions de l'entretien. Effectivement, renaturer, il faut entretenir. Donc, il faut avoir aussi les moyens d'entretenir derrière. La renaturation, donc, de désimperméabiliser, on arrive à renaturer. Donc, c'est des questions qu'on va se poser. Quelle est la structure? Quel est l'impact sur la biodiversité, sur la faune, la flore? Quelle fonction on veut à cette renaturation? Et quel est le contexte aujourd'hui? Est-ce que ça va relier deux trames bleues, etc., etc. Et à la fin, toujours pareil, on va essayer de mesurer et de regarder les effets de cette renaturation. Pareil, les outils, les moyens existent. Donc là, pareil, je voulais vous parler rapidement, pour bientôt finir, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur ou les îlots de fraîcheur. ICU, îlots de chaleur, IFU, îlots de chaleur urbains. Donc, il faut aussi savoir se servir et mettre en place, se poser la bonne question, quel est le matériel? Alors, les îlots de chaleur, de fraîcheur sont indicés avec ce qu'on appelle l'indice albédo de réfléchissement des matériaux, qui compris cet indice entre 0 et 1. 1, on réfléchit tout, c'est le miroir. Je mets un miroir, je réfléchis tout, je stocke aucune chaleur, aucune calorie, c'est le miroir. 0, je suis un goudron, je suis un bitume noir, poreux, et j'absorbe, et je garde, et j'emmagasine toute la chaleur. C'est ça, l'indice albédo. Donc, si on l'applique, et ça, donc, vous allez sur Internet, vous tapez indice albédo, vous retrouvez les mêmes indices. Un toit bac acier que tout le monde connaît, l'indice est très faible, entre 0,10 et 0,15. Ça garde la chaleur, l'acier, ça on le savait, et ça ne rafraîchit pas beaucoup. Donc, ça veut dire, derrière, vous imaginez les consommations. Le ciment, le béton, les tuiles, la peinture colorée, pareil. L'indice albédo très faible, entre 0,10 et 0,35. Bitume gravier, n'en parlons pas. C'est sans appel. Le bitume, c'est 0,03, l'indice albédo, c'est-à-dire c'est celui qui va garder le plus de chaleur. Alors la chaleur, donc on la stocke, ce qui est quand même assez remarquable. Une fois, j'en reviens pas. On stocke de la chaleur et au lieu de rafraîchir le soir, forcément, comme il y a une baisse de température, on restitue la chaleur. Et qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des climatisateurs pour rafraîchir en consommant des calories. C'est un truc... souvent, je me pose des questions. Tout ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? C'est les toits réfléchissants. Donc, l'albédo est assez haut, est à 0,60-70. Notamment, il y a les premières villes donc aux États-Unis qui ont commencé à autoriser, et donc, c'est pas autorisé, mais c'est toute nouvelle construction, je crois que c'est à Los Angeles, doit avoir un toit réfléchissant ou peint en blanc. Les autres options sont interdites. Eux, ils souffrent beaucoup de la chaleur en Californie. Et notamment pour rafraîchir les villes, maintenant, il n'est plus autorisé de faire autre chose que du toit réfléchissant en albédo très élevé ou des toits blancs. Peinture blanche, très bon albédo. Et enfin, bon, je finis par les pierres ou les briques, albédo moyen ou utilisé avec parcimonie. Alors, tout ça, entreprise et biodiversité, donc on travaille avec une méthode pour essayer d'analyser tout ça. Parce qu'on a choisi la méthode ESR, donc évaluation des services rendus par les écosystèmes aux entreprises. C'est lié au WRI, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, la méthode, elle se déroule en 5 étapes. Choix du périmètre, on définit le périmètre avec le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, suivant les conditions. On identifie les services écosystémiques prioritaires à évaluer. Qu'est-ce que c'est qui va faire qu'on va pouvoir gagner de la chaleur en utilisant la nature? Analyser l'évolution de ces services, donc c'est mesurer. Ensuite, donc, on va mesurer quel est le gain théorique qu'on va gagner. Inventaire, mesurer. Identifier, donc, et quels sont les bénéfices qu'on va en tirer dans un projet. Donc, à la fin, on finit par élaborer les stratégies de suivi, de mise en place et de suivi. Donc, on n'épargnera pas, je ne vous épargnerai pas les 2 slides sur les trames, qui sont importantes, mais je vais y aller rapidement.
La trame verte, effectivement, ne vous concerne pas directement, ça concerne surtout les aménageurs, les collectivités, à travers le SCOT, le SRADET, le SRCE, etc. Mais la trame verte, c'est intéressant parce que chaque projet est aussi, quelque part, une trame verte, une trame continue. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour permettre une continuité écologique dans le plus petit projet qu'on va faire? Que ce soit une trame verte, comme on le voit, est-ce qu'on va y mettre un grillage, est-ce qu'on va mettre des soubassements bétonnés, est-ce qu'on va y mettre un mur? Tout ça, ça a un impact sur la biodiversité. Si on met un mur, forcément, aucun animal ne pénétrera, mais aussi le vent ne pourra pas propager des graines ou pendant les floraisons, aller transporter donc, avec le vent les plantes. Donc ça, c'est un impact. Est-ce qu'on va y mettre un grillage? Et le grillage, est-ce qu'il y a des hérissons? Un hérisson, c'est un auxiliaire du potager. On ne peut pas dire qu'un hérisson, il mange des serpents, il mange des limaces, il mange des escargots. Donc tout ça, il protège les salades. Est-ce qu'on va mettre quelque chose en place? Un endroit où il puisse passer, donc un endroit où un passage à faune, à petite faune, etc. La trame bleue, c'est pareil. La trame bleue est très importante parce que c'est ce qu'on appelle la continuité des sols. Et les sols, c'est, comme je vous l'avais exprimé un peu plus tôt, c'est les fondations de la biodiversité. S'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de nature, il n'y a que dalle. Ça ne marche pas. Donc, il faut privilégier cette continuité, même dans les espaces privés. Il faut essayer de continuer. À l'intérieur de ces sols, il y a des vers de terre, il y a des bactéries, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est la plus grosse biomasse. En parlant de biomasse, pour revenir à ça, la biomasse la plus grosse, entre ce qui est dans l'air, dans les mers ou dans les sols, c'est la plus grosse. Il y a une activité énorme si on laisse faire. Et ça, un ver de terre, il va labourer 600 mètres carrés par an, etc. Donc c'est important de faire ça. Et ensuite, donc, les nouvelles trames maintenant qui apparaissent, les trames noires, pareil. Moins il y a d'éclairage, plus la chaleur de l'éclairage est chaude, plus l'éclairage est orienté vers le bas, moins on perturbe l'activité nocturne. L'activité nocturne, on en a parlé, ce sont les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, les papillons, les coléoptères ont besoin de ça pour se reproduire, pour chercher la nourriture. La trame noire est très importante. La trame blanche aussi, les barrières sonores, le trafic, etc. Mais là, c'est plus... Et effectivement, les trames... Ah, je reviens en arrière. Les trames aériennes, ce qu'on appelle les baies vitrées, une catastrophe écologique qu'il y a à la Défense à Paris. Chaque fois que j'y vais, c'est une catastrophe écologique. C'est les bâtiments éclairés et les oiseaux qui se prennent des baies vitrées à ne plus finir. C'est pas possible. Il faut faire autre chose. Et enfin, la trame olfactive. Alors, construire, effectivement, l'idée serait de pouvoir dire, quand je construis, quand je fais un ouvrage, quelle est la part d'écosystème, qu'est-ce que je vais intégrer comme service écosystémique, qu'est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne et que mon ouvrage soit multifonction. Ce ne soit pas juste un mur ou une fenêtre ou un bâtiment. Et notamment, si je prends l'exemple du lierre, personne n'aime le lierre, mais pourtant, qu'est-ce que c'est formidable. C'est un formidable écosystème à lui tout seul. Des racines à sa photosynthèse, il est autonome. Bien sûr, il a besoin d'un support parce qu'il ne sait pas se tenir tout seul, c'est un autre sujet. Il ne détruit pas les végétaux dans lesquels il est. Par contre, c'est un formidable écosystème. Il vous rafraîchit les façades, il fait de l'évapotranspiration toute l'année parce qu'il reste vert. Il stocke même les particules fines, 6 grammes par mètre carré, 6 grammes de particules fines émises par les diesels, stockées par le lierre. C'est ça, les services de la nature. La nature, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et bien sûr, il abrite une quantité importante de faune et de flore par son développement. Donc la question, c'est souvent, pour en finir, c'est penser biodiversité, c'est a-t-on identifié tous les impacts et les actions avant de commencer? C'était mon introduction. Toutes les étapes du projet, où est-ce qu'on en est? A-t-on identifié tous les cycles des matériaux? C'est l'ACV.
quelle fonction rend service à la nature? C'est ce qu'on vient de voir juste maintenant. Comment maintenir cette nature? Comment rendre service à la nature? Parce qu'on a besoin d'elle. Et qu'est-ce qu'on a pris en compte au niveau de la conception? Voilà, c'est les questions qu'on se pose souvent quand on démarre un projet ou qu'on incorpore. Donc, quand on essaie de collaborer, qu'on collabore donc avec des architectes ou des maîtres d'ouvrage, on essaie de comprendre comment on peut profiter de tout ça. Donc, intégrer les compétences dans vos projets, très en amont, dans les concours, etc., etc. Demander, bien sûr, une réalisation d'un inventaire environnemental. Utiliser les informations, il y a plein d'informations dans les PLU, dans le SCOT, dans le SRADE, la SRADE c'est plutôt la région, et puis l'ADEME, comme je suis abonné à leur publication, toutes les semaines il y a un nouvel outil, un Excel nouveau pour mesurer la biomasse, le stockage de carbone, je les ai plus en tête, je les cherche. Bon, il y a Démoclès, c'est les plus connus, c'est pour la démolition, comment démolir. Il y a aussi, je cherche le nom, Bénéfriche, Aldo, tout ça, ce sont des noms d'abréviation, etc. Et bien sûr, la biodiversité, elle est un compagnon idéal et des nouvelles technologies, les énergies renouvelables, l'isolation, la gestion de l'eau, les circuits courts. La CV, donc très rapidement, parce que je pense que vous, comme moi, vous commencez à fatiguer. La CV dans le bâti, rapidement, c'est 5 phases. Alors, je ne vais pas vous faire expliquer comment fonctionne INIES, tout le monde connaît ça. Donc, il y a de plus en plus, ça devient de plus en plus important, cette base de données INIES. Donc, la CV est divisée en 5 phases. La première, c'est quels sont les impacts et l'empreinte CO2 qu'on a sur l'extraction des matières premières, sur la fabrication du produit qui est utilisé. Donc, c'est une question qu'on se pose. L'ACV, c'est un outil décisionnel. Ce n'est pas un outil qui va vous dire comment construire, ce n'est pas un outil qui va vous guider, il va vous donner des idées pour décider de comment vous voulez bâtir, comment vous voulez mettre en place votre ouvrage. Deuxième, c'est le transport. D'où viennent mes matériaux? Est-ce qu'il y en a plus près ou plus loin? Qu'est-ce que je vais privilégier? Donc, ça aide à décider. Ensuite, donc, c'est l'utilisation de ce matériau, sa vie, sa mise en œuvre, qu'est-ce que ça coûte en CO2, la vie du matériel, qu'est-ce qui coûte pendant son exploitation, et ensuite, bien sûr, c'est le recyclage, la réutilisation et le réemploi de ces matériaux. Donc, la 5e étape, les 3 R, réduire, recycler, réemployer. Rapidement, donc la fresque des lois, alors comment la biodiversité se décline aujourd'hui? Ben, il y a des petits bouts un peu partout. Ça a commencé en 2007 par le Grenelle d'environnement. Alors, le Grenelle d'environnement de 2007 avait pour vocation de lancer des idées, établir des grandes lignes, mais il n'y avait rien d'applicable. Il a fallu attendre 2010, le Grenelle 2, où on a vu vraiment des choses plus applicables. Je ne vais pas vous le détailler là, parce que ce serait un sujet à part, pour l'environnement. Notamment le code de l'environnement qui a été beaucoup amélioré, notamment l'article 122, qui a été beaucoup changé, aménagé, donc pour permettre l'utilisation de l'environnement. Puis ensuite, il a fallu attendre, 2010-2015, il a fallu attendre 2015, donc la loi LTECV pour la rénovation, la nouvelle stratégie bas carbone nationale, la compensation écologique, tout ça est en train de se mettre en place à partir de 2015. Donc effectivement, ça crée des contraintes. La loi biodiversité, l'article 2, donc, et les ajouts qu'il y a eu au niveau du code de l'environnement, ça c'était en 2016. En 2018, on a eu la loi Elan, le plan Hulot, la ZAN, la zéro artificialisation nette, et aussi des nouveaux aménagements pour la pollution lumineuse. En 2019, on a eu le décret tertiaire, donc qui concerne les bâtiments publics ou privés de plus de 1000 m², la loi ESSOC. En 2020, on a la loi de l'économie circulaire, du réemploi et ce qu'on appelle de la REP, la responsabilité étendue au producteur. Quand je produis un matériau, qu'est-ce que je compense en carbone?
En 2021, on a eu le décret. Donc, il existait déjà le RGE, mais ils se sont rendus compte qu'effectivement, bon, c'était appliqué de façon anecdotique. Donc, ça a été renforcé, les contrôles et la mise en œuvre du RGE. Donc, ça, à partir de cette année 2001. Et notamment aussi, à partir de juillet prochain, dans un mois et demi, ce seront les déchets du bâtiment en fonction du type de projet, etc., qui font l'objet de mesures plus sévères de recyclage. Et en 2022, bien sûr, qu'est-ce qu'on attend? L'Arlésienne, la RE 2020. Quelques mots sur la RE 2020, qui concerne la biodiversité. C'est donc le calcul de performance énergétique ne changera pas, ou presque, donc peu d'impact. Il y aura quand même des nouveaux indicateurs, le BBio, le CEP, consommation en énergie primaire. Ça va inclure donc ce qu'on appelle la sobriété énergétique, E+, C-. Ça va baisser les seuils maximum de CO2 tolérés. Il y aura une place aux matériaux biosourcés de façon plus importante, notamment ceux qui stockent du CO2. Bien sûr, la sortie des énergies carbonées, comme le gaz et le fioul. Et bien sûr, la CV qu'on a vu rapidement sera entrée dans la RE 2020. Donc, dans la CV, donc, il y a donc, ce qu'on appelle la dernière étape, l'étape des 3 R, qui est aussi un décret 3 R. Qu'est-ce que réemployer? Qu'est-ce que réutiliser? Et qu'est-ce que recycler? Réemployer, ben, c'est quand on a un matériau sur place, dans un chantier, qu'on démonte et qu'on va remonter pour le même usage. Je prends une fenêtre, je la démonte, je la stocke, et je vais la réutiliser comme elle est, sur le même endroit. C'est ce qu'on appelle le réemploi. La réutilisation, c'est la même chose, c'est un petit peu différent. Ça a une empreinte carbone plus importante, puisque je démonte, je donne ça donc à un broker ou une personne, une entreprise qui va donc faire de la revente du matériel usagé. Et donc, je vais utiliser toute ou partie du matériel que je réutilise. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre les deux vantaux, mais je ne vais pas utiliser le cadre. Voilà, ça c'est de la réutilisation sur notre chantier. Et recycler, ben, c'est quand la fenêtre, elle finit en déchet, donc elle va dans une déchetterie professionnelle. Là, on va faire un travail de démontage et on va recycler partie par partie. On va recycler l'aluminium, on va recycler les plastiques, les joints, le silicone, et on va recycler le verre. Donc ça, c'est le recyclage. Donc dans les réglementations, on a un peu de réglementation un peu partout. Donc on a les réglementations, des bouts de réglementation sur la phytoépuration. On peut la mettre en place, il n'y a pas de problème. Sur la géothermie, il y a deux géothermies. Excusez-moi. La géothermie qui est régie par le code des mines, donc c'est une géothermie profonde, et la géothermie de surface, elle, qui est régie par le code de l'environnement, de la construction, etc., des DTU, etc. Les toits végétalisés aussi, une partie de toits végétalisés, ce qu'on appelle les jardins végétalisés, qui répondent à certaines normes, épaisseur de substrat, etc., sont normalisés. Le biosourcé, vous le savez. L'artificialisation du sol, effectivement, c'est les nouvelles lois ZAN, zéro artificialisation nette. Qu'est-ce qu'on fait quand on artificialise? La renaturation, elle, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, il y en a réduire, éviter, réduire, compenser, ERC, la séquence, qui est normalisée. La récupération d'eau, il y a très peu de normalisation aujourd'hui. Le réemploi, les trames et la pollution lumineuse, on en a parlé rapidement, mais effectivement, il y a des décrets, il y a des lois pour ces effets. Rapidement, dans un projet donc, qui est en cours avec l'entreprise et biodiversité, donc c'est un projet, donc voilà, il y a eu plusieurs problématiques. On a été embarqué dans l'établissement du projet, la conception avec le cabinet architecte et le maître et le bureau d'études. Qu'est-ce qu'on peut faire à la demande du propriétaire, en disant
je veux bien construire un bâtiment, mais je voudrais mettre en place des techniques qui soient quand même un petit peu, qui soient saines, qui soient valorisantes pour mon bâtiment. Je ne veux pas construire un bâtiment avec un parking bitumé et un bâtiment bac acier. Je veux quelque chose de plus intéressant. Alors là, je vous prends un exemple, c'est la toiture. On n'a pas mis de panneaux photovoltaïques pour l'instant, c'est un projet. Par contre, on a utilisé le toit et on a utilisé donc la pente du toit pour stocker l'eau de récupération parce que ce bâtiment accueille du public et des salles de formation. Et ce qui était important, ce qui était une charge fonctionnelle pour ce bâtiment, c'était donc quand vous avez entre 30 et 50 personnes dans ce bâtiment en formation, c'est autant d'eau utilisée donc, dans les WC. Donc pour réduire cette charge et réduire les coûts, l'idée qu'on a amenée, c'est de dire on va récupérer l'eau, il y a un petit investissement à faire, pompe de relevage, etc. Un système donc de bi-robinetterie, et c'est terminé. Donc, dans la construction, on a prévu ça. On a prévu aussi donc, les bornes donc, pour, électriques, etc., etc. Donc, bon, on n'a pas battu certains arbres pour gagner en bioclimatique et les parkings sont perméables. Donc, le résultat de la récupération d'eau, voilà, donc 35 personnes, donc ça c'était les SPQ. Donc, le retour sur investissement a été jugé intéressant par le propriétaire du bâtiment. Le ROI était de 6 ans, compte tenu des investissements et du prix de l'eau qui augmente, etc., etc. Et en tenant compte d'une fonction pondérée que les salles ne sont pas remplies tout le temps et que les réservoirs d'eau ne sont pas remplis tout le temps, les 2 mètres cubes d'eau ne sont pas remplis tout le temps. Donc, on arrive à une économie moyenne, donc annuelle, de 720 €. C'est un petit bâtiment, hein, donc ce n'est pas un bâtiment énorme. Alors, l'idée globale, tout ça, c'est utiliser la nature, mais comment y parvenir? C'est utiliser notamment ce qu'on appelle la BAC du coût des dépenses énergétiques externes. Tous les ans, globalement, les carburants, l'électricité, le gaz, l'eau, les calories que vous achetez, qu'achètent les propriétaires de bâtiments, augmentent. Et donc, on peut compenser facilement en changeant de comportement et en investissant forcément au départ, soit dans les énergies renouvelables, qu'on va lisser sur le temps, qui vont nous permettre donc de gagner et d'écrouler la consommation externe. C'est pareil donc si on investit dans la récupération d'eau, donc on va moins consommer d'eau assainie, moins solliciter les services d'assainissement, et donc on va gagner en investissement et en fonctionnement. Pareil pour l'isolation, que vous connaissez, etc. Plus on isole, plus on investit. Voilà, l'idée c'est d'effondrer les consommations externes. Ça revient à la RE 2020. C'est l'idée d'utiliser la nature pour effondrer les consommations externes. Donc, on va retrouver tout ça dans le biosourcé, dans le soleil, dans l'eau, etc. Bon, ça, c'est un slide sans interro. Voilà, on arrive pratiquement à la fin. Nos missions chez Entreprises et Biodiversité, un petit peu de publicité. Donc, c'est sensibiliser à la biodiversité, proposer des formations, proposer des visites de sites pour évaluer quelle est la biodiversité sur un territoire, sur une parcelle donnée, et rendre donc des avis là-dessus. Ensuite, si on va aller plus loin, on va analyser, effectivement, comme on a dit, et mettre en place notre méthodologie ESR, donc pour mettre en place donc, un projet que vous nous aurez confié. Et ensuite, on accompagnera les décideurs, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études qui voudront qu'on les accompagne à la mise en place du projet spécifique à la biodiversité. Voilà, maintenant, c'est effectivement l'action. Parce que vu les conditions dans lesquelles nous sommes, effectivement, l'idée, malheureusement, c'est est-ce qu'on a le choix? On n'a pas vraiment le choix aujourd'hui de changer les choses. Il faut changer. Il n'y a pas de plan B. On ne va pas nous sortir en plan B. Voilà donc les coordonnées que vous retrouverez avec Gaël, je suppose, si vous voulez nous contacter. L'action, c'est maintenant. Voilà. Alors, moi, j'en ai fini pour la présentation. Je vous laisse sur une petite musique.
Voilà, Gaël. Vraiment, vraiment merci. Hein, vraiment, je réitère, c'était passionnant. Et nous avons une première question. Alors, comment? Je ne sais pas si j'aurai une réponse à toutes les questions, quand même. Non, on n'a jamais réponse à toutes les questions, de toute façon. Alors, voilà ce que nous disait. Alors, la CLIRAD a informé récemment du projet de recycler des déchets nucléaires, certes à faible émissivité, mais un franchissement est vu. Ne pensez-vous pas que c'est l'ensemble de notre modèle socio-économique qui est à revoir? Je me pose sincèrement la question. Oui. Je suis entièrement d'accord avec tout ce genre de choses. Alors moi, je reste pragmatique et j'essaie d'amener, on essaie d'amener notre petite pierre à notre niveau modeste. On essaye de sensibiliser. On a fait aussi des webinaires avec les collectivités locales sur différentes thématiques verticales, approvisionnement des cantines, etc. On essaye de faire émerger des choses. Plus il y aura de personnes, et il y a des sociétés. Là, je vais vous citer rapidement une petite entreprise qui nous a confié quelque chose. C'est quelque chose de concret, et effectivement, ce n'est pas toutes les entreprises. Au début, bon, effectivement, le BE, etc., était réticent, il traînait des pieds. Mais après, tout le monde voit, il y a toujours un intérêt. Comme je disais, la biodiversité amènera une solution. Ce n'est pas un problème, ça amènera une solution. Ça amènera une plus-value, ça différencie les entreprises, ça différencie les acteurs de la construction de quelqu'un qui ne fera pas, qui amènera pas quelque chose, en valeur ajoutée. Voilà. Merci, Christian. Florence, si Christian n'a pas répondu à votre question, vous pouvez en rajouter une seconde, bien évidemment. Je ne suis pas un conférencier, je vois qu'elle parle des conférenciers, mais je ne fais pas des webinaires toutes les semaines, je fais des webinaires à la demande, effectivement, dans ce cadre spécifique pour essayer d'embarquer, effectivement, et forcément d'augmenter mon champ de business, mais aussi d'embarquer les gens dans une histoire dans laquelle il faut agir à tous les niveaux. Effectivement, le niveau individuel est chaotique, on peut agir individuellement, mais au niveau d'un projet, au niveau d'une entreprise, c'est plus facile parce que les moyens sont plus importants et les effets sont plus importants. Merci, Christian. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à poser? Alors, soit vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses qui est donc en bas de du Zoom. Il y a un onglet, le micro, la caméra, puis l'onglet questions-réponses. Vous pouvez aussi les poser dans le chat, tout simplement. Alors, moi, j'en aurais une. Quelles sont les difficultés auxquelles, en fait, les architectes qui veulent se confronter, en tout cas, mettre en œuvre un peu ces intentions de marier biodiversité et architecture, à quelles difficultés sont-ils confrontés? Au niveau des dominantes, j'ai envie de dire. La plus grande, c'est effectivement la difficulté, c'est la méconnaissance. Là, je vous ai cité des exemples, mais j'aurais pu citer beaucoup d'autres exemples que le lierre, j'aurais pu citer les fourmis, enfin ce que vous voulez. Mais la difficulté, c'est que ce n'est pas une science, c'est juste le fait. La biodiversité, c'est un état de fait de la façon dont on a à habiter et à cohabiter, je dirais, un lieu. Donc, effectivement, c'est pas aussi réglementé qu'un DTU, que des ATEX, des choses comme ça. On a du mal à s'y retrouver. Et la science, si on peut parler de science, elle est jeune, puisque le mot biodiversité, comme je l'ai cité à l'introduction, est apparu en 1992. Et puis, il sert à beaucoup de choses, la biodiversité. Donc, aujourd'hui, on essaye de rationaliser, c'est avec le modèle WRI, des services, etc. Mais ça reste encore marginal. Mais
je pense que c'est la volonté qui peut faire basculer les choses. À un moment donné, on va arriver à un point de bascule où, peut-être ça sera la contrainte par une loi, on sera obligé de faire ceci ou de cela. On dira, je ne sais pas, je prends un exemple qui me vient comme ça, on dira, il n'y a plus de parking artificialisé, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a des freins, oui, mettre du bitume sur 20 parkings, c'est beaucoup plus cher, plus simple à gérer. Dire, ah non, on va faire du perméable, quel perméable, etc. Ça prend du temps dans un projet, effectivement. Cette méconnaissance à tous les niveaux, effectivement, engendre des réticences. Merci, Christian. Pas d'autres questions? Aucune autre? Ni dans le chat, ni dans l'onglet questions-réponses? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous quitter. Très bien. Je remercie quand même toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Tout à fait. Merci à elles et eux. Et Christian, Jacques, vraiment, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. L'avenir heureux n'est-il pas une... L'avenir heureux n'est-il pas de proposer une architecture de la nature? Ah oui, oui. Merci de cette première offre. Merci de cette conférence. Oui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde alors. Merci beaucoup Gaël et Hilo. Avec grand plaisir. Et à très bientôt et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.